Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, de nouveau, une séance du Cercle du renouvellement constitutionnel. Aujourd'hui, consacrée au chantier, au vaste chantier, je dirais, de la loi, et plus particulièrement des limites de la loi. Donc, différentes, selon différents axes. Aujourd'hui, l'axe que nous allons observer, au moins aujourd'hui, peut-être que nous y reviendrons, puisque c'est un axe extrêmement vaste, c'est qu'est-ce qui relève du privé, qu'est-ce qui relève du public, et, dans le domaine qui nous concerne, qu'est-ce qui doit ou devrait relever du droit privé ou du droit public. Donc, c'est Jean-Charles qui a préparé ce thème, et il va nous le présenter, puis après nous en discuterons. Bien. Bon, oui, comme on dit, c'est moi qui m'y colle. Voilà. Alors donc, la distinction entre droit public et droit privé. Donc, il faut savoir que en droit, on dit que c'est le summa divisio, c'est-à-dire la division la plus élevée du droit. C'est-à-dire, il y a le droit et tout de suite en dessous, lorsqu'on essaye de classifier, de ranger tous les champs d'application et d'exercice du droit, la première division qui intervient, la summa divisio dans les termes des juristes que j'ai découvert, c'est privé-public. Donc, en fait, alors j'affiche. Alors ensuite, j'ai regardé un petit peu quelle réponse il y avait pour qualifier ce qu'était le droit public et le droit privé. À un premier niveau de réponse, le droit public défend l'intérêt général. Le droit public traite de questions qui touchent le grand public ou l'État, la société dans son ensemble. Le droit public a pour objet l'organisation de l'État et des personnes morales qui en dépendent, ainsi que leur rapport avec les particuliers. Là, ça commence à rentrer dans le détail et à se compliquer à partir de là, mais bon, on va continuer. Par personne publique, on entend les personnes soumises à un régime de droit public, comme l'État, les collectivités territoriales ou encore les établissements publics. Là, on a une première réponse aussi de ce qu'est, non pas le droit public, mais là, ce qu'est le public. Bien, ça c'est pour les premiers. Répéter, s'il te plaît, parce que alors, par personne publique, on entend les personnes soumises à un régime de droit public, comme l'État, les collectivités territoriales ou encore les établissements publics. Voilà. Donc, ensuite, on passe à ce premier niveau de réponse au droit privé. Le droit privé régit les rapports entre les personnes privées, physiques ou morales, la finalité du droit privé et la satisfaction de l'intérêt privé. Ou l'arbitrage. Moi, j'ajouterais l'arbitrage dans des intérêts privés croisés. Le droit privé aide les citoyens à résoudre les problèmes entre eux. Le droit privé a une incidence sur les droits et les obligations des particuliers, des familles, des entreprises et de petits groupes et existe pour aider les citoyens dans les litiges qui concernent des affaires privées. Son domaine d'activité est plus distinctif que le droit public. Oui, là, cette petite phrase doit être sortie de son contexte. Mais enfin, voilà. Donc, le droit public touche la société dans son ensemble, tandis que le droit privé touche les particuliers, les familles, les entreprises, les petits groupes. Donc là, c'est à peu près clair. Principalement, la différence entre le droit public et le droit privé est de savoir si l'acte ou les actes affectent la société dans son ensemble ou s'il s'agit d'un problème entre deux personnes ou plus. Voilà déjà l'amorce d'une question. C'est de savoir comment on détermine ce qui relève du droit public ou du droit privé, et malgré ces différentes définitions ou assertions qui essayent de séparer public et privé, on se rend compte qu'il peut y avoir des problèmes de qualification pour résoudre un litige. Puisque parfois, et là je vais tout de suite prendre un exemple comme ça, par exemple dans un cas de corruption, de fraude fiscale par exemple, on peut penser que
à partir du moment où on a vu que l'État étant partie civile, c'est du droit public qui incrimine une personne privée ou une organisation privée. Et à partir de ce moment-là, on a vu que, je reprends, le droit public a pour objet l'organisation de l'État et des personnes morales qui dépendent ainsi que de leur rapport avec les particuliers. Voilà. Donc, lorsque l'État est partie prenante, ça peut devenir un problème de droit public. Et donc, ça passe par la filière administrative. Je vais vous montrer un schéma tout de suite après, décrivant l'organigramme de la justice en France. Et on voit bien la séparation entre privé et public. Et du côté du public, il y a la filière du droit administratif. Donc, on a ça, mais dans le cas de la fraude fiscale, on voit et on peut envisager que ça passe au pénal. Et c'est plus de l'administratif, ça va plus, ça prend plus cet ascenseur-là. Donc, il y a dans la juridiction un juge des... Ah, je l'ai pas en tête, je vais l'afficher. Attendez, je vais vous trouver le nom de ce juge. Voilà, le tribunal des conflits. C'est le juge des conflits. Voilà, et je vais rapidement vous partager. Alors, attendez, partage de l'écran pour que vous voyez cette. Jean-Charles, hein, on n'est pas. Prends le temps qu'il faut. Hein. Oui, d'accord. Je vais donc partager la fenêtre, celle-là, partager. Alors, est-ce que vous voyez donc ce schéma? Bon, c'est un schéma basique. On voit à gauche donc l'ordre judiciaire et à droite l'ordre administratif. Donc, l'ordre, vous savez que il y a les juges de l'ordre judiciaire et les juges du parquet. On connaît cette séparation. Et donc, on a l'ordre administratif dont je vous parlais et qui, normalement, ne devrait gérer que les affaires de droit public. À droite, en bleu. Donc, toute cette filière est là. Mais en bas et sous ce schéma, il y a le tribunal lorsqu'il y a litige, hein, parce qu'il y en a, on n'a pas besoin de ce tribunal des conflits. Mais en fait, c'est pas des conflits entre les gens, c'est le conflit entre la qualification de public ou la qualification de privé et dans quelle filière l'affaire doit être traitée. C'est pour vous dire que tout de suite, dès le début de cette summa divisio, on a le problème d'affectation de la filière à laquelle on va avoir affaire. Donc là, je vous passe les détails. Là, pour le coup, le reste du schéma est bien plus compliqué, enfin, bien trop compliqué et en dehors du sujet. Donc, j'arrête le partage. C'est bon, vous avez vu à peu près de quoi il s'agit. Tribunal administratif, cour administrative d'appel, hein, et puis à la fin, à la place de la Cour de cassation, on a le Conseil d'État qui est l'équivalent de la Cour de cassation dans la filière administrative. Donc, j'arrête le partage et je reviens sur mon document, mon fil de discussion. Et donc, je vais passer sur... Alors, juste pour donner un peu de la matière ou du contenu à tout ce que je dis, donc, avant de passer aux problématiques que je viens déjà d'aborder, on va parler de ce qu'est le droit privé et ensuite de lister ce qu'est le droit privé, sans trop s'attarder sur chacune des matières, et ce qu'est le droit public. Donc, le droit privé, donc ça va être la lecture d'une liste toute bête. Alors, on a dans le droit privé, le droit civil. Donc, dans le droit civil, il y a le droit de la famille, le droit des personnes, le droit des biens, le droit des obligations, c'est-à-dire les régimes généraux des obligations, le droit des contrats spéciaux, responsabilité civile, responsabilité contractuelle, etc. Bon. Ensuite, il y a le droit international privé. On verra qu'il y a un droit international public qui gère les affaires entre les États.
On a le droit des affaires, le droit commercial, le droit des sociétés. Tout ça, on est toujours dans le privé. Le droit social ou droit du travail. Mais là, on va voir aussi qu'il y a des histoires avec le droit du travail. Le droit des baux commerciaux, le droit des entreprises, de la concurrence, de la consommation, le droit bancaire, des assurances, le droit financier, etc. J'ai l'impression que ça va être un petit peu long. Droit comptable, le droit économique, le droit de la concurrence, dont j'ai déjà parlé plus haut, pourquoi il est listé 2 fois, le droit de la distribution, ensuite, bon, les propriétés artistiques, les droits d'auteur, vous voyez, le droit des brevets, enfin, c'est énorme, quoi. Bon, là, on a fait un tour plus ou moins détaillé de ce qu'est le droit privé. Ensuite, le droit public. Le droit public, c'est le droit constitutionnel qui nous intéresse au premier chef ici, et souvent. Le droit administratif, les finances publiques, le droit international public, le droit pénal, et là aussi, il y a des commentaires à faire sur le droit pénal. Ensuite, le droit des collectivités territoriales, de la fonction publique, du service public, des marchés publics, de l'urbanisme, de l'environnement, le droit fiscal, de la santé, droit public économique, droit européen, le droit social. Donc là, on voit un petit peu l'épaisseur de l'affaire et de ce que sont à la fois d'un côté le privé et le public. Ce qui nous intéresse dans cette discussion, c'est pas de rentrer dans les détails de ce qu'est le privé ou le public, c'est surtout de les cerner, de savoir de quel côté on est. Et en fait, il y a des droits mixtes. Alors, suivant les publications et les commentaires qui sont faits, les droits mixtes, on a le droit social qui se sépare en droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Et souvent, ça peut concerner le citoyen ou uniquement le public, mais c'est un droit mixte. Donc là, je suis sur la fiche, je vous cache rien, sur la fiche Wikipédia, là, depuis 2 minutes, pour vous lister ça. Mais dans d'autres sites, et là, je vais revenir sur mon document, on voit que dans les droits mixtes sont listés, alors je reviens sur mon document, le droit pénal aussi. Parce que en fait, il concerne souvent c'est le public, c'est les instances publiques qui attaquent un particulier parce qu'il a outrepassé ses droits et commis un crime. Et donc, au nom de la cohésion nationale, machin, de la sûreté des gens, etc. C'est l'État qui prend en charge d'attaquer ce crime. Au cas où il n'y aurait pas de victimes directes, ou alors il y a deux parties. Comment ? De partie civile. De partie civile, pardon, oui, tout à fait. Donc, on a cette mixité. J'ai vu d'autres endroits, mais souvent, cette mixité, elle est surtout, elle s'accorde au pénal et au social. Voilà pour ces litiges, et on peut bien imaginer la nécessité parfois du tribunal des conflits pour pouvoir orienter toutes ces choses. Donc, alors oui, j'ai noté l'histoire du Conseil d'État. Alors, il y a quelque chose de particulier aussi, un paradoxe qu'il faut regarder, c'est que lorsqu'on dit que le droit privé va régler les affaires entre 2 particuliers, mais on oublie que le droit privé va régler les litiges entre deux particuliers. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un tiers là-dedans. Et le tiers, c'est l'institution même, et c'est l'État lui-même qui est partie prenante au jugement. L'arbitrage ne se fait pas forcément entre personnes experts du litige ou quoi que ce soit. L'arbitrage, il est fait par toute une entremise de l'institution judiciaire.
et suivant les tribunaux qui sont mis en jeu. Donc, il y a ce paradoxe qui voudrait faire croire que les particuliers se mettent d'accord tout simplement autour d'une table. Ça arrive parfois, hein. On a aussi là, je vois que j'ai lu la fiche Wikipédia, mais par ailleurs, j'ai listé d'autres droits qui sont le droit de la copropriété, le droit notarial, enfin, il y a des droits qui ne sont pas listés sur la liste de Wikipédia, mais que j'ai relevés par ailleurs. Et donc, on a plusieurs cadres pour qu'un jugement apparaisse, hein, en tout cas une résolution à un problème. Mais souvent, le public, en tout cas l'État, est présent pour gérer ou mettre d'accord des personnes. Et ensuite, il faut savoir que ces personnes se mettent d'accord sur la foi de quoi? Encore un autre paradoxe. C'est-à-dire que ces personnes se mettent d'accord sur la foi d'un droit qui est fixé, le plus souvent, par l'autorité publique. C'est-à-dire que, par exemple, on a un litige, je sais pas, de copropriété ou d'urbanisme, mais qu'est-ce qu'on va chercher comme ressources? On va chercher des réglementations, etc., mais plus souvent, ces réglementations, elles sont émises par des organismes publics. C'est-à-dire qu'en amont de tel ou tel litige ou en prévision de tel ou tel litige entre particuliers, on a la force publique qui vient imprimer, la force publique, le public qui vient imprimer d'une certaine façon l'axe sur lequel va se résoudre le problème. Il va déterminer la priorité ou le droit justement en amont du litige. Donc, on a encore une autre façon pour le public d'être, enfin pour l'État, d'être tierce dans la résolution d'un problème. Et là, pour le coup, c'est lui qui établit les règles. Donc, forcément. Et ensuite, troisième paradoxe, c'est le fait que on a un État qui est là pour faire appliquer le droit. C'est-à-dire que l'État est partout. Il est avant en établissant les règles, pendant la plupart du temps en gérant la confrontation, et ensuite par l'application. Donc, on a parfois l'impression que le droit privé a beaucoup d'importance, qu'il est une belle assiette, confortable, et en particulier, on peut dire que en économie, ou en affaires, etc., les choses sont bien bornées. Mais on a un énorme pan du droit privé qui est très administré en définitive. Donc, il faut quand même se rendre compte de cet état de fait. Donc, ensuite, on peut essayer de prendre du recul par rapport au cas français. Enfin, je ne suis pas assez fort pour parler des droits internationaux, mais on a quand même, parce qu'on est assez familier des procès aux États-Unis ou en Angleterre, etc., on se rend compte que la société anglo-saxonne laisse une grande place au privé, mais surtout, c'est-à-dire que on voit par exemple, lorsque l'État est incriminé, que la démarche des particuliers, du citoyen, est quand même plus tracée, aidée, dirigée pour arriver au fin du fait qu'un politique, un responsable soit justiciable. Je ne sais pas, après, on voit des procès tonitruants du côté des politiques américains ou anglo-saxons, on a l'impression qu'ils sont un peu plus atteignables qu'en France. Ça, c'est clair. Mais voilà, il faut quand même faire, et je ne suis pas un spécialiste, faire le constat qu'il y a un état d'esprit, même si dans la pratique peut-être que c'est pas transformé, il y a un état d'esprit côté common law, côté anglo-saxon, qui respecte un petit peu plus, dans l'esprit encore une fois, les chemins du droit privé. Et qui a une attitude et qui considère, voilà, c'est plutôt ça que
qui considère que un peu plus haut la situation de la personne privée, de la personne d'État, pardon, qui est un petit peu plus souvent considéré comme quelqu'un d'équivalent à quelqu'un de privé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Donc, on a ce petit commentaire. Et en bas, j'ai vu en bas de la fiche Wikipédia, pour finir avec ce côté un petit peu international qui est pas très approfondi, et je m'en excuse, il est dit les droits socialistes ne distinguent pas entre droit public et droit privé. Ça voudrait donc dire que l'État, les collectivités locales, etc., sont à un même niveau. Il y a une certaine horizontalité des deux droits. Alors là, il faut aller voir par l'expérience ce qu'il en est. Alors j'avais un autre petit tableau que je voulais commenter rapidement. Est-ce que je vais le trouver? Voilà. Donc j'ai vu un petit récapitulatif entre les branches droit privé et droit public. Donc la définition, ça je m'y suis attardé. Le type de relation. Et c'est quand j'ai parlé d'horizontalité que ça m'a fait penser à ce petit tableau. La relation en droit privé est horizontale entre les parties, alors que la relation dans le droit public est verticale. C'est comme ça qu'elle est qualifiée. On peut imaginer que ça se rapporte au fait que l'État a en fait, tout ce qui fonde cette affaire de différence, et ça remonte un petit peu aux Romains, etc., il a été pressenti par l'état d'esprit de nos ancêtres que l'État et les institutions publiques de gestion des citoyens méritaient un lot, une considération particulière et donc un droit particulier, et qu'on ne pouvait pas juger l'État de la même façon qu'on pouvait avoir à juger un privé. C'est une question philosophique ou socio-philosophique qui s'argumente, parce que peut-être que l'État, effectivement, a des responsabilités qui doivent être parfois un peu déshumanisées, une application réglementaire Duralex et Lex, enfin toutes ces considérations qui font que tout ce qui est dans le droit privé qui peut introduire la légitimité de l'émotionnel, ou je sais pas, on parle de crime passionnel, etc. Là, à l'État, on ne lui accorde pas ce genre de raison ou de justification dans un jugement ou dans une controverse, mais c'est comme ça que le droit public est advenu, c'est qu'on s'est dit qu'il a mérité une part, un traitement spécifique, et parfois même prioritaire, on va dire. Enfin bon. Ensuite, la finalité, c'est la satisfaction d'intérêt privé à la satisfaction d'intérêt général. Et ensuite, on a dans les caractères, alors je vous lis, caractère libre, alors droit privé, caractère libéral, une prédominance de règles supplétives de volonté. Bon, c'est un petit peu ce dont je parlais. Et sur le côté Duralex et Lex du côté public, et droit privé, l'émotionnel, etc. Ensuite, il y a un caractère égalitaire, c'est-à-dire que rapport entre les individus gouvernés par le principe d'égalité. Donc là, c'est la relation horizontale. Et je passe dans la colonne droit public. Donc, le droit public, caractère impératif, les individus ne sont pas libres d'y déroger, c'est-à-dire, comme je le disais, Duralex et Lex. Et ensuite, toujours droit public, ça a un caractère inégalitaire, c'est-à-dire attribuer au pouvoir public des prérogatives de puissance publique exorbitantes du droit commun. Bon, j'imagine que j'ai sorti ça d'un texte qui n'hésite pas à prendre parti, parce que exorbitante, c'est un commentaire qualitatif, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc on en est là. On a toutes ces considérations. On voit que beaucoup de problématiques, de questions partent un petit peu dans tous les sens. On peut exploiter, s'engouffrer dans tel et tel litige, controverse autour de cet état de fait. Et en particulier, à notre niveau, et militants que nous sommes, juger et avoir à juger, de savoir
si le privé a suffisamment de place, ou si le public a suffisamment de place, ou trop de place, ou pas assez. Tout ça, ce n'est pas une question qui est facilement, on ne peut pas la trancher facilement, et peut-être suis-je trop long dès lors, mais là, ce sont une accumulation d'exemples qui pourraient démontrer tel ou tel excès d'un côté ou excès de l'autre, de public, de privé, ou de complexité de cet enchevêtrement des endroits de mixité du droit. Voilà. Je pense que j'ai d'autres choses à dire, mais peut-être que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que commence à être peut-être un peu long. Mais on a fait le tour de la question et j'ai plutôt permis de poser les questions, quoi, plutôt que d'y répondre. Merci Jean-Charles. Peut-être si tu avais d'autres choses à dire, je peux ouvrir le. Pas aller au bout. Peut-être qu'on pourra faire, et comme je le disais en introduction, une deuxième émission pour prolonger. Je pense que ça vaut la peine parce que quand on avait mis ça à l'ordre du jour de notre programme, si tu veux, je voyais bien que c'était un sujet qu'il fallait qu'on traite, mais je ne l'ai pas creusé, je le connais pas plus que ça. Je vois bien qu'il y a une matière très importante là et fondamentale, je crois. Donc on fera une deuxième émission dédiée à la suite de ce que... Oui, j'ai eu vent d'une étude scientifique, enfin universitaire, très très intéressante qui donne une thèse qui ouvre des perspectives très intéressantes sur l'évolution de notre société à travers la distinction même entre public et privé. Et là, c'est carrément le commentaire de l'évolution de la société et ce vers quoi on se dirige. Et là, j'ai un peu de gourmandise à vous réserver ça. Alors, il faut voilà. Qu'on y consacre une émission complètement dédiée. Voilà. On modifiera notre planning pour introduire ça dès que possible. Christian, est-ce que tu veux réagir ? Oui, bien sûr. Alors merci Jean-Charles d'avoir mis tout ça sur la table. Comme tu l'as dit d'ailleurs, plutôt en vrac, mais ça permet de disons, circonscrire un peu ce dont on parle. Je dirais en premier lieu, c'est que l'opposition droit public, droit privé n'est pas suffisante en tant que définition d'un thème à étudier. Bon. Il me semble que la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que le public et qu'est-ce que c'est que le privé. Parce que le droit, finalement, il n'y en a qu'un. Le droit, c'est l'ensemble des textes de règles coercitives qui constituent en France, les 74 codes juridiques. Après, qu'on distingue droit public et droit privé, c'est une question d'appellation, mais moi je considère que droit public et droit privé, c'est la même chose du point de vue du droit. C'est-à-dire qu'il s'agit d'appliquer la loi telle qu'elle est écrite. Alors si elle est écrite d'une certaine façon ou d'une autre façon, ça c'est une autre question. Si, comme tu le suggères en fin d'exposé, il y aurait un excès du public sur le privé, que le droit public serait plus costaud que le droit privé, c'est sans doute que la loi est écrite de cette façon. J'ai pas tranché, hein. J'ai pas tranché. Excuse-moi, j'ai pas tranché. J'ai posé la question. Voilà. Si on pense que, c'est sans doute que. C'est ça que je veux dire. Et lorsque tu parles d'un état d'esprit anglo-saxon où on oriente plus le droit vers le privé, c'est tout simplement que le droit est écrit différemment. Voilà. C'est pas qu'il y a ou alors ça voudrait dire toujours le même débat qui revient, qu'il n'y a pas de corpus écrit et qu'il y a un gouvernement des juges et que c'est en fonction de l'état d'esprit des juges qu'on va donner une prépondérance au privé et plutôt au particulier.
moi, je dis non, en tout cas en France. La loi, elle est écrite d'une certaine façon, et c'est en fonction de la façon dont est écrite la loi qu'on va l'appliquer. Alors, avec, bien sûr, le bémol, que lorsqu'elle est écrite de façon absolument imprécise, et on a vu déjà que pour nous, imprécision, enfin pour moi en tout cas, imprécision, ça veut dire arbitraire, et à partir du moment où elle est écrite de façon arbitraire, évidemment, c'est celui qui détient l'institution d'arbitrage et qui va pouvoir imposer ce qu'il veut, mais non pas en lisant la loi, mais en interprétant la loi. Et voilà, là est le truc. Alors, si on reprend la distinction droit privé et droit public, bon, pour moi, elle est claire. Le droit privé, ça concerne l'écriture des règles qui président à la résolution, enfin disons à la sanction des conflits entre les personnes privées ou personnes morales privées, hein, voilà. Et puis le droit public, c'est tout ce qui concerne les litiges entre des individus, qu'ils soient physiques ou moraux. Attention, pas confondre l'État et personne morale. Une personne morale, c'est une personne privée. Et qui concerne donc les litiges entre les personnes physiques ou personnes morales et l'institution de l'État. Bon, ça c'est une distinction qui est une distinction, je dirais, comment dire, catégorielle, mais qui n'induit pas, qui n'emporte pas en elle, cette distinction, le fait que la loi serait écrite différemment parce que elle régit les relations entre le privé et le public. La véritable séparation, à mon avis, n'est pas entre la notion de droit public et de droit privé, elle est entre la notion d'espace, mot que je n'ai pas entendu une seule fois. Espace, qu'est-ce que c'est que l'espace privé et qu'est-ce que c'est que l'espace public? Et quelle loi doit s'appliquer ou peut s'appliquer dans l'espace public et quelle loi peut s'appliquer dans l'espace privé? Et est-ce que des lois qui s'appliquent dans l'espace public peuvent s'appliquer dans l'espace privé? Voilà, là, il y a un véritable débat. Il y a un véritable débat parce que effectivement, il y a un arbitraire, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire qu'il y a des lois spécifiques à chaque espace. Eh bien, c'est pas le cas. On constate en épluchant les codes juridiques dans le détail que des lois de l'espace public s'appliquent à l'intérieur de l'espace privé. D'où problème. Bon, alors, ensuite, alors, encore un mot sur cette notion d'espace. L'espace privé, bien, on va dire c'est la propriété privée, tout ce qui relève de la propriété privée, à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur d'une propriété privée, et l'espace public, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'espace public. Le problème, c'est qu'il y a des espaces qui ont été déclarés mixtes. Alors, ça a un nom en droit, je dirais flottant, parce que c'est écrit nulle part. C'est la notion d'ERP, d'établissement recevant du public. C'est-à-dire que ce sont des établissements privés qui sont soumis à des lois édictées par la puissance publique. Voilà. Et là, il y a il me semble que le problème numéro un, enfin la question numéro un, le problème qui nous est posé, c'est comment se fait-il qu'il puisse y avoir des lois de l'espace public qui s'appliquent dans l'espace privé. Et ça se trouve dans l'ERP, et l'ERP n'est pas juridiquement, la notion d'ERP n'est pas juridiquement établie. Bon, alors ça, c'est un des grands chevals de bataille de notre Constitution en démocratie directe. Alors, tu nous as parlé après du juge des conflits. Bon, j'aurais aimé en savoir plus sur cet ectoplasme qui s'appelle le juge des conflits, mais bref, peut-être tu nous en diras plus. Alors, lorsque tu as fait cette énumération côte à côte, hein, une colonne de droite, colonne de gauche, entre le droit privé et le droit public, on retrouve tout simplement les codes juridiques. Hein. Droit privé, c'est droit civil, droit des affaires. Non, c'est code civil, code des affaires, code du travail, code du commerce, code de la communication, code des brevets, etc. Ça se retrouve, c'est les codes juridiques. Et puis, droit public, c'est droit constitutionnel, ben, c'est la Constitution. Droit fiscal, ben, c'est le code des impôts. Alors, j'ai un problème grave avec le droit pénal. Hein.
Pour moi, le droit pénal, il est typiquement Le droit quoi? le droit pénal, Pénal, à part. le code pénal. Ouais. Le droit pénal qui est tout simplement, disons, l'application du code pénal. Le code pénal, c'est typiquement un code de droit privé. Alors, lorsque tu dis, oui, mais en fait, l'État, l'État, alors, la question se pose, d'ailleurs, de savoir si l'État est fondé dans une affaire criminelle, pas contre l'État, attention, pas du terrorisme, action contre l'État, mais qui concerne deux parties, si l'État est fondé à se constituer, à s'auto-constituer partie civile. Bon, ça, c'est une grande question qui agite d'ailleurs les milieux judiciaires. Donc, on va pas régler ici. Ensuite, tu nous parles du droit mixte. Alors, le droit mixte, c'est quelque chose qui me fait doucement rigoler. Hein. Droit social, droit d'arbitrage, droit arbitraire. Voilà. Il n'y a pas de droit mixte, ou alors c'est un droit flou. Hein. Le droit émane de quelque chose d'écrit. Donc, il émane d'un code juridique. Il y en a 74 codes juridiques en France, ça fait en tout 140 000 lois, décrets, arrêtés, règlements, etc. Bon. Donc, il n'y a pas de droit mixte, sauf si on appelle droit mixte lorsque l'État, par exemple, se porte partie civile dans une affaire d'assises, etc. Bon. Ensuite, tu nous as parlé du paradoxe du droit privé. Tu nous as dit, oui, mais le droit privé, en principe, ça oppose un litige entre deux personnes privées qui sont censées se mettre d'accord. Non, ils ne sont pas censés se mettre d'accord. Un litige qui oppose deux personnes privées, bon, on regarde la loi, on regarde ce qui est écrit dans la loi, on regarde qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, et on sanctionne celui qui a tort, et on indemnise celui qui a raison. Alors tu dis, oui, mais c'est l'État qui tranche. Ah, mais attends, excuse-moi, mais c'est jeudi, etc. Je me fais le relais de choses qui ont été dites. C'est pas moi. Et là, depuis un moment, tu dis que j'ai dit ça, que j'ai porté la parole d'eux. Voilà. Non, resitue quand même ta rhétorique en ne m'appliquant pas. Quand même, faut arrêter. Les choses dont se fait l'écho, voilà. disent que c'est l'État qui va imposer. L'État, encore une fois, ne va rien imposer du tout. Dans une conception stricte du pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire ne fait que lire la loi. Il dit, je constate que la limite entre les deux propriétés de monsieur Dupont et de monsieur Durand, voilà, il y a un pommier, il y a une branche qui descend dessus de chez monsieur Dupont. Monsieur Dupont a le droit de couper la branche. Bon, il l'a coupé, il a raison, il a tort. Bon, voilà, c'est tout. Bon, sauf si la loi est mal écrite. Sauf si la loi est mal écrite, c'est toujours pareil. Et à ce moment-là, si la loi dit, ça dépend, s'il pleut, s'il y a du vent, bon, à ce moment-là, le juge, le juge est un fonctionnaire, voilà, sauf dans quelques tribunaux, eh bien, effectivement, il va appliquer. Donc, on en revient toujours à cette affaire que si la loi, alors prenons l'exemple justement de de ces paradoxes qui ne devraient pas exister, hein, dans le droit privé. Si la loi est bien écrite, il n'y a pas de paradoxe. Il y a une loi qui a bien étudié tous les litiges putatifs qui peut y avoir entre différents individus particuliers. Elle écrit très clairement la façon de donner raison à l'un plutôt qu'à l'autre, et le juge ne fait que lire la loi. Voilà. Bon. Et c'est pareil lorsque les gens dont tu te fais l'écho disent que l'État est partout, eh bien, l'État, dans une société où le droit est bien écrit, l'État, il a la place qui est écrite dans le droit. Alors, s'il a trop de place, charge aux citoyens, parce que lorsque les gens dont te fait l'écho disent que les lois, évidemment, elles sont écrites par le gouvernement. On est où? On est en monocratie, on est en démocratie. Il est écrit dans la Constitution, et d'ailleurs, au niveau du cercle
dénonciation, élection, enfin recours constitution, on est en train de travailler là-dessus. La loi, elle est en principe l'émanation du peuple. Voilà, c'est l'émanation du peuple, la loi. Donc la loi, c'est l'écran législatif, comme disent les juges. La loi est par définition inattaquable. Bon, sauf si tu dis, ah mais non, non, la loi, c'est pas l'émanation du peuple. En fait, la loi, elle est écrite par 2 ou 3 personnes ou une vingtaine de personnes. Voilà. Bon, alors, la question, elle est là. La question est là. Bon, donc, alors, si tous les paradoxes que tu as indiqués avec pertinence viennent du fait que la loi, au lieu d'être l'émanation de la multitude, elle est tout simplement la toccade momentanée d'un groupe dominant de façon ponctuelle, évidemment, on a une prépondérance totale de la puissance publique sur les litiges, alors entre les particuliers entre eux, bien sûr, et puis évidemment sur les litiges entre le particulier et l'administration. Alors, nous, on est en plein dedans lorsqu'on attaque le Conseil d'État en disant cette loi est anticonstitutionnelle et qui nous dit mais attendez, c'est moi qui décide s'il est anticonstitutionnel ou pas, et je n'ai pas à vous donner l'argument. Bon, voilà. Donc, voilà le vrai problème posé, à mon avis. Ok, merci Christian de cet éclairage. Alors, ben, je vais prendre la suite. Alors, oui, c'était ma première réflexion, et je pense que Christian y a répondu en partie. Tous ces champs qui rentrent dans les espaces du droit privé et du droit public, eux-mêmes dérivés de l'espace privé et de l'espace public, normalement, effectivement, il y a une déclinaison qui doit donner lieu, normalement, à un code par axe, je dirais. Et donc, effectivement, c'est ce que confirme Christian, c'était l'intuition que j'avais. Sur ce qui nous intéresse, nous, en l'occurrence, quelles conséquences constitutionnelles doit-on tirer, enfin essayer de tirer de cette distinction entre droit public et droit privé, qui n'est pas du tout, comment dire, du fait de Jean-Charles, hein, qui est, comme il l'a dit en introduction, la summas divisio, c'est-à-dire que c'est une division qui est très importante en droit, puisqu'elle est au plus haut niveau du droit, je veux dire, un petit peu comme nous, on a la constitution, enfin du domaine législatif, on va dire, hein, législatif au sens que loi, dehors de la Constitution, par exemple, ou des traités internationaux. Donc, c'est pas du tout c'est vraiment une distinction qui a un sens. Qu'on le veuille ou non, qu'on le conteste ou non, d'ailleurs, on peut le contester, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais on ne peut pas dire que c'est une division qui n'existe pas. Ça, je pense que c'est pas possible. Notamment, parce que le droit, ce ne sont pas que des textes, ce sont également des procédures qui sont et le schéma que tu nous as montré, Jean-Charles, que tu nous enverras, qu'on puisse le mettre sur le site d'ailleurs, hein, tu me feras le mail de ça avec la source, pour bien qu'on voie que, en définitive, les procédures sont complètement différentes et les institutions mises en jeu ne sont pas les mêmes. Donc c'est quand même une distinction tout à fait fondamentale. Donc ça me semble assez important. Au-delà de ça, je dirais, moi ce que j'aurais tendance à déplorer, mais est-ce que je suis fondé à ça? Je ne suis pas sûr. C'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose au CRC. Pour ça, je pense qu'il faudra qu'on y revienne dans la deuxième émission, qui ira peut-être plus sur les aspects, justement, principiels, fondamentaux. Est-ce que la Constitution ne devrait pas, justement, définir ou donner les principes, les fondements qui distinguent ce qui est du domaine de l'espace public et de l'espace privé?
Dans la constitution de la Ve République actuelle, rien du tout. C'est-à-dire que c'est le législateur de la loi, je dirais, ordinaire, qui est totalement libre, en définitive, de dire ça c'est du droit public, ça c'est du droit privé, sachant que ce législateur a déjà les mains dans le cambouis de l'État, puisqu'il administre aussi, notamment au niveau de l'exécutif, il administre déjà les administrations. Donc, quelque part, il est un peu juge et parti dans ce truc-là. Il n'a rien dans la Constitution qui lui donne une ligne de partage des eaux, qui disent bah, ça devrait relever du domaine législatif, enfin avoir peut-être des procédures différentes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça mériterait d'être creusé et d'être de mettre un principe à ce niveau-là. On n'est pas sur la base des principes peut-être fondamentaux, j'en sais rien, mais en tout cas, ça manque. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, moi je dirais, qui sera peut-être l'objet aussi dans le second débat que nous allons mener à ce sujet, sur la légitimité de l'intrusion du public dans le privé. Notamment, par exemple, lorsqu'on le renomme le ministère qui gère les écoles en ministère de l'éducation plutôt qu'en ministère de l'instruction. Est-ce que le domaine public est légitime à faire l'éducation, ou est-ce que c'est les gens, est-ce que ça relève plutôt du domaine privé, voire familial? Un autre exemple, peut-être plus trivial, mais est-ce que le fait de donner une gifle à un enfant, à son enfant, est-ce que ça relève du domaine public ou du domaine privé? En quoi l'État est légitime à s'immiscer dans ce genre de choses? Je pose la question, mais nous y reviendrons, je pense. Oui. Juste un élément sur l'état d'esprit, différence d'état d'esprit. Oui, je pense que là, effectivement, et c'est là qu'on voit que le droit ne peut pas s'appliquer partout de la même façon, ne peut pas être le même dans tous les pays, pour tous les peuples, puisqu'on voit que pour les anglo-saxons, qui ont une tradition, une culture différente, on voit bien que le champ privé-public ne recouvre pas la même chose. Donc, c'est vraiment lié à une culture particulière, un peuple particulier. Alors quand on nous parle de constitution européenne, c'est bien, ou de loi européenne, on voit bien que là, on est vraiment dans une tartufferie totale, quoi. En fait, il camoufle un arbitraire. Avec notamment, pour ce qui concerne le droit anglo-saxon, le poids des juristes, justement, et donc des experts dans la détermination et l'application de la loi surtout. Et puis dans tout ce qu'ils doivent faire en amont, etc. On ne peut pas bouger un objet sans en référer à un juriste des fois qu'on soit attaqué. On arrive à des choses complètement délirantes, me semble-t-il. Alors, il y a une chose qui m'a choqué un peu dans ce qu'a dit Christian, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas de distinction entre le droit public et le droit privé. Bon, j'ai déjà dit que si ça existe, c'est quand même pas un hasard. Il dit, mais moi j'y vois quand même une distinction. Il y a forcément une distinction, ne serait-ce que sur un axe, et je crois que Jean-Charles en a parlé, c'est qu'autant dans le droit privé, il y a un champ pour la passion, que dans le droit public, il n'y a pas d'espace pour la passion. Et donc, ça fait déjà cela une différence principielle tout à fait importante, me semble-t-il. Et puis, lorsque tu dis également que l'État ne fait que dire le droit, bah, il y a aussi, c'est une invention certes assez récente, mais il y a ces médiateurs qui existent, médiateurs de la République, qui essayent de concilier justement, qui va dire le droit, mais qui va essayer de concilier l'application du droit à un champ particulier, notamment entre particuliers, hein, pour les arbres, les branches des arbres qui dépassent, par exemple. Hein. Et donc, il y a aussi, il ne fait pas que ça. Il ne fait pas que ça. Je crois qu'il y a le juge des médiations, je ne sais plus quoi aussi. Le médiateur de la République. Ouais, le médiateur de la République. Mais il y a plusieurs médiateurs, voilà. aussi pour les services publics à l'intérieur. Oui, voilà. Donc, Ouais. voilà, ça peut être aussi
un agrément plus local, et donc pas simplement dire le droit sèchement, je dirais. La réalité est celle-ci. Voilà. Alors, je voudrais donc commenter un petit peu vos commentaires. En fait, vos réflexions nous entraînent dans la deuxième partie que j'ai évoquée. Et déjà, tu poses la question de savoir si cette séparation droit public et droit privé est décrite dans la Constitution elle-même. Et c'est une question fondamentale pour ce qui nous concerne, parce qu'effectivement, on voit que il n'y a rien qui le disent. Il y a certainement un document de droit qui parle de cette summa divisio, et là c'est un fait. Historiquement, j'en ai parlé, c'est basé sur le droit romain qui, d'une certaine façon, a décidé historiquement d'accorder une place spécifique à ce qui est État, l'État, les instances administrantes, on va dire, et donc c'est comme ça que est apparue cette distinction entre public et privé, mais ça répond certainement à une nécessité, à la structure même de la façon dont est fait notre esprit latin, etc. Mais on voit que tu parles de l'Europe, j'ai parlé des anglo-saxons, on peut aussi parler des Russes ou des Chinois. J'imagine que ces séparations sont tout à fait différentes dans les esprits, suivant la philosophie des citoyens, des personnes qui vivent sous ce droit. Oui, tu veux intervenir ? D'autant que les exemples que tu cites sont, qui plus est, des républiques fédérales, ce qui rajoute encore des niveaux, oui, tout à fait. J'ai oublié aussi de vous parler mais ça fait partie aussi de la discussion qu'on devrait avoir par la suite, des tribunaux arbitraux. C'est-à-dire ils ont pondu via un certain nombre d'accords internationaux l'idée que des instances privées, des sociétés privées, et en particulier des multinationales, pouvaient attaquer l'État sur le principe de lois qui iraient contre leurs intérêts et contre leur capacité à faire des bénéfices, et dire voilà, tel pays a interdit tel produit. La France interdit le glyphosate, par exemple, et on a Monsanto qui attaque la France parce que même si la France va appliquer la chose, ce qui n'est pas encore fait, eh ben, elle va devoir verser une amende à Monsanto si le tribunal arbitral international en décide. C'est-à-dire qu'on a un décalage, un déplacement des pouvoirs et de la légitimité de prendre telle ou telle décision pour le bien des citoyens, et la légitimité, enfin, ça sous-entend que telle multinationale sera légitime à défendre ses intérêts plutôt que les intérêts des citoyens concernés, et en priorité. Donc là, on voit qu'il y a un déplacement, moi je dirais une torsion, hein, quelque chose qui va mal, enfin je le traduis d'une façon personnelle, mais en tout cas il y a un déplacement. Il y a un déplacement de la portée du pouvoir juridique et du droit. Oui, je voudrais aussi répondre à Christian sur cette histoire de droit le droit privé, le droit public, oui, non, c'est pas la question. En fait, c'est le droit, il faut qu'il soit bien écrit. Mais moi aussi, hein, j'ai des tas de choses, et on a tous des commentaires à faire sur ce que devrait être le droit ou même la vie juridique en général. Moi, personnellement, je considère que un ministère de la Justice ne se justifie pas du tout si on considère qu'il y a une séparation des pouvoirs. Il ne peut pas y avoir de ministère de la Justice. C'est une autorité de justice et même un pouvoir judiciaire indépendant de l'exécutif. Et bon, ça, on a tous notre façon d'écrire. Oui, non, mais je suis bien d'accord, mais on a toute notre façon de considérer la chose et de dire ce qu'il pourrait et qu'il devrait être de notre point de vue. Mais il est sûr que la summa divisio à la française et dans un certain nombre de pays européens existe. Et donc, on doit commenter cette situation.
Ensuite, au sujet des espaces ERP, etc., tout ce qu'a développé Christian, c'est tout à fait dans les commentaires que je serais amené, que nous serions. Faut que tu réactives ton micro, on t'entend plus, Jean-Charles. J'en Oui, profite pour dire pardon. que nous approchons l'heure d'émission. Oui, oui, alors j'ai terminé. Et donc, Christian parlait des ERP, de l'espace, etc. Ça fait partie un petit peu de tout ce que j'ai encore à dire à ce sujet. Et en fait, il n'y a pas que l'espace. En fait, dans ce que j'avais à dire, il y a 4 axes où il y a des interpénétrations publiques-privées. Il y a le pouvoir, l'espace, le débat et les intérêts, l'intérêt de chacune des parties. À l'intérieur de ces 4 axes, il y a des interpénétrations qu'on peut être amené à commenter et des interpénétrations, et même à l'occasion de cette exploration, on verra les déplacements, et là je viens de parler d'un déplacement, c'est les tribunaux arbitraux, mais il y a un certain nombre de déplacements du public et du privé, et même des migrations entre les deux, et même des interversions entre les affectations ancestrales ou anciennes des droits, des domaines du droit, et l'état moderne du droit. C'est-à-dire qu'on peut voir historiquement qu'il y a eu des déplacements, un petit peu comme le sens de certains mots se déplace, se décale dans la terminologie de chacun de ces mots. Eh bien, le droit, c'est un petit peu la même chose, c'est mouvant. Donc, c'est pour ça peut-être que, et là je fais la boucle, que la Constitution n'a pas fixé, n'a pas été à même de fixer ce qui était du droit public ou du droit privé, parce qu'on voit qu'il y a carrément des migrations entre les deux au cours de l'histoire. Voilà, et c'est là-dessus que on pourra rebondir sur la suite de la question. Voilà. Merci Jean-Charles, effectivement, de cette dernière éclairage qui est tout à fait intéressant. Donc, je propose à Christian qui nous conclut le débat. Oui, non, en guise de conclusion, c'est plutôt des ouvertures de portes, des ouvertures de pistes. Hein. Voilà. Alors, définition dans les... Alors, d'abord, la distinction entre droit public et droit privé. Quand je dis il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discussion en termes de droit. Droit public ou droit privé, c'est du droit. Bon, oui. Après, on catégorise comme on veut. Mais c'est de ce point de vue-là qu'il me semble qu'il y a presque un débat inutile, mais bref, voilà, porte à ouvrir. Deuxième porte à ouvrir, il n'y a pas dans la Constitution de définition, de distinction entre le droit public et le droit privé. Non, ce qu'il faut, c'est une distinction entre l'espace public et l'espace privé. C'est à partir du moment où on aura défini ce que c'est qu'un espace public et ce que c'est qu'un espace privé, caractéristiques des uns et des autres, voire un espace mixte optionnel, comme nous on l'a proposé dans notre Constitution, on a défini 3 types d'espaces, bref, et donc voilà un chantier. Alors je dirais, la distinction, la définition des différents types d'espaces dans lesquels elle va s'appliquer, va de pair avec quelle est la loi minimale. Par exemple, pour l'espace privé, il ne s'agit pas d'imaginer un espace privé dans lequel il n'y a pas de loi, que les lois ne sont faites que par les habitants de l'espace privé. Bon. Même dans les copropriétés, c'est très intéressant. Il faudra étudier le système de copropriété qui est extrêmement intéressant parce que c'est de la propriété collective, dans lesquelles les copropriétaires écrivent des règles, mais ils écrivent certaines règles à partir d'un socle commun. C'est-à-dire que dans l'espace privé, quelle est la loi minimale qu'on est obligé de respecter et quel est le niveau d'intrusion qui n'est pas permis par l'espace public. Voilà le chantier constitutionnel à faire. L'ERP, alors un débat entier sur la notion d'ERP, parce que l'ERP, on est au centre justement de la problématique. Est-ce que c'est d'espace privé? Est-ce que c'est d'espace public? Quel type de réglementation, quel type de loi
doit ou peut s'appliquer dans l'ERP? Qui écrit la loi de l'ERP? Voilà. Bon, grand débat qui m'intéresse au plus haut point. Le ERP, quand tu dis ERP, tu veux dire quoi? Établissement Recevant du public. Voilà. Juste un mot très rapide sur le médiateur. Le médiateur, il est là, non pas pour régler les conflits, hein, il est là pour désengorger les tribunaux, essayer de désamorcer les conflits avant qu'on arrive dans les tribunaux. Et puis, un dernier mot sur le droit international. Là aussi, je pense qu'il faut un débat entier sur le droit international, qui n'existe que si les protagonistes ont écrit dans leur constitution des règles de soumission au droit international. Voilà. Comme par exemple la France, je crois que c'est le titre 10 ou le titre 11 de la Constitution, qui se soumet au droit du bureau de la CPI. La CPI. Voilà. Donc, un débat sur le droit international qui est, en termes, je dirais, pénal, ça n'existe que si les États veulent bien s'y soumettre, voilà. Bon, mais pour ce qui concerne notamment les affaires économiques, on a là un véritable carcan, puisque tu as cité l'exemple de Monsanto qui est extrêmement intéressant à étudier, voir qui est fondé à, quel tribunal statue, quelles sont les mesures coercitives en cas de non-respect, etc., etc. Donc c'est une chose qu'il nous faut étudier. Oui, je voulais, au niveau de l'espace, comme je te l'ai dit, il n'y a pas que l'espace, il y a le pouvoir, l'intérêt et j'ai oublié. Mais ça, tu y reviendras dans la prochaine. Oui, j'y reviendrai. Et donc, l'espace intermédiaire dont tu parles, dans ce que j'ai pu consulter et comprendre, c'est qu'il y a le public, le privé et au milieu, la mixité, elle peut se résumer par le terme social. C'est-à-dire que c'est le social qui est au milieu et à l'interconnexion entre le public et le privé. On anticipe. Voilà, oui, on anticipe effectivement, mais ben ouais, mais c'est comme ça. Enfin bon, voilà. Donc voilà. Ah oui, et puis juste une petite info, l'Afrique du Sud vient de sortir du tribunal pénal international, de la CPI. Vient de déclarer ça, et c'est sans doute, on voit qu'un pays peut se désolidariser évidemment d'un traité ou d'un accord ou d'une soumission, et l'Afrique du Sud vient de sortir, et c'est en prévision de la venue de Poutine en Afrique du Sud. Bon, ça c'est une autre affaire, mais on voit la raison, mais on voit que l'effet, c'est qu'un pays peut sortir de cette soumission. Voilà. Plus près de nous, nous avons le Brexit également. Voilà, aussi. Avant de clore cette émission, j'ai juste une petite question à Christian sur les. Tu dis que dans votre constitution CNDD, vous avez défini 3 espaces. Est-ce que tu peux nous les donner? Très rapidement, c'est l'espace privé, l'espace public. C'est grosso modo la voirie. Hein, c'est-à-dire l'espace que tout le monde est obligé d'emprunter s'il veut se déplacer. L'espace privé, ça colle à la propriété privée. Et l'espace optionnel, c'est tous les espaces qui sont gérés soit par l'État, soit par des privés, mais dans lesquels les individus ont le choix d'entrer ou de ne pas entrer. Donc, espace privé, espace public, espace optionnel. D'accord. Et c'est là où moi je parle de sphère sociale. Voilà. Pas social. Oui, je suis pas sûr que ça recouvre exactement. Oui. Ça ne recouvre pas, non. Je pense que ça recouvre pas, mais je pense que ce que dit Jean-Charles, c'est plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui, en fait. Voilà. Or que là, ce que répondait Christian, c'est par rapport à ce qu'ils ont écrit dans la Constitution pour une nouvelle démocratie directe, je crois. Bon, je vous remercie, messieurs. Et puis, j'ai 2 nouveaux items à ajouter au programme. La leçon de cette émission. Et puis, effectivement, dans les limites de la loi, comme on a pu passer à côté, je dirais, le droit international. Bonne fin de journée. À très bientôt.